moi j'essaye d'aller dans un certain niveau de détail par rapport à l'exposé général de Laurent. Et j'aimerais donc partir à dire de la base et de l'idée fondamentale que le capitalisme sépare les producteurs des conditions de production et les prive de toute maîtrise, dans ce sens, par un système basé sur l'exploitation de les deux seules sources de toute richesse, la terre et les travailleurs. Et donc je vais vous infliger une longue citation de Marx, qui est souvent tronquée. Vous l'aurez par écrit, mais je pense qu'il faut en méditer et en mesurer la portée sur chacun des termes. Donc c'est le livre premier du Capital, qui se trouve d'une étonnante actualité. Dans l'agriculture moderne, de même que dans l'industrie des villes, l'accroissement de la productivité et le rendement supérieur du travail s'achètent au prix de la destruction et du tarissement de la force de travail. En outre, chaque progrès de l'agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l'art d'exploiter le travailleur, mais encore dans l'art de dépouiller le sol. Chaque progrès dans l'art d'accroître sa fertilité pour un temps, un progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité. Plus un pays, les États-Unis du nord de l'Amérique par exemple, se développe sur la base de la grande industrie, plus ce processus de destruction s'accomplit rapidement. La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du processus de production sociale qu'en épuisant en même temps les deux seules sources d'où jaillit toute richesse, la terre et le travailleur. Donc souvent on cite cette dernière partie de l'extrait de Marx, mais je pense qu'il faut mesurer la portée et peser chaque mot de l'ensemble de la citation. Pour moi, c'est vraiment le point de départ de notre analyse éco-socialiste. Et là, je vous propose qu'on explore trois points de ce que soulève cette analyse de Marx. Tout d'abord, en quoi ça nous permet d'interroger le rapport au travail. Le rapport au travail au sens anthropologique du terme, et non au sens marchand. C'est-à-dire, comme le formule Marx, pour le citer encore, mais après j'arrête, c'est promis. Le travail est l'activité vitale propre au travailleur, l'expression personnelle de sa vie. Donc, voilà, une façon d'envisager le travail qui est plus vraiment à l'ordre du jour dans nos discussions et dans la réalité de nos vies. Deuxième point qui nous est permis d'explorer, c'est les rapports à la nature. Alors Laurent en a dit quelques mots, mais les rapports à la nature en tant que substrat, sol, énergie, lumière, enfin source de toute vie. Et donc à la fois un rapport à la nature, penser à un autre rapport à la nature pour nous, c'est une nécessité objective du fait de la situation climatique, de la situation de la biodiversité, mais c'est aussi une nécessité pour donner un sens, un objectif désirable, vivable à notre projet de société. C'est dans ces deux sens-là qu'il faut l'entendre. Et puis le troisième aspect, c'est en quoi ça nous permet de penser les rapports à l'émancipation sociale, individuelle et collective. C'est-à-dire la recherche d'autonomie, de dignité, d'égalité comme fil conducteur. Et ce que je vous propose de faire, donc, c'est d'explorer ces trois rapports-là, et en partant de l'exemple de la question agricole et des luttes paysannes. Alors pourquoi ce parti pris sur la question agricole et paysanne? D'abord parce que c'est une question qui est sous-traitée, quand elle n'est pas maltraitée, historiquement, par nos courants, par les courants du marxisme et du mouvement ouvrier. Ensuite, parce qu'en partant de la question agricole, on est en mesure de faire un lien de manière assez simple, étroit, évident, entre les questions écologiques et les questions sociales. Aujourd'hui, les victimes du plus grand plan social de l'histoire, ce sont les paysans et les agriculteurs. Donc, bon, je ne donne pas énormément de chiffres ici, mais vous les aurez tous par écrit. J'épure beaucoup à l'oral, mais il y a des chiffres sur le topo écrit. Autre raison, pour partir de cette question agricole, c'est parce que un des défis majeurs, je dirais quand même le défi majeur aujourd'hui au XXIe siècle de notre humanité, c'est d'arriver à nourrir correctement les êtres humains qui la peuplent. Et aujourd'hui, il y a 1 milliard d'êtres humains qui ne mangent pas à leur faim. Et 2 milliards qui souffrent de carences nutritionnelles. Et puis, en termes d'un peu en manière de provocation, il y a aussi, comment on va faire la révolution le ventre vide? Comment on fait la révolution si on n'a pas les moyens de se nourrir? C'est en ce sens de remettre un petit peu
nos réflexions et puis l'économie sur ses pieds. Et je cite là François Hiselin qui dit « Les saisons primeront toujours sur le plan, le climat sur la période, la communauté rurale sur les institutions, l'initiative sur l'ordre administratif, la survie alimentaire sur la révolution, et la terre sur toute autre richesse matérielle, aussi convoitée fût-elle. » Autre point encore, toujours pour expliquer ce rapport à l'agriculture, c'est que ce n'est pas uniquement un sujet technique. Ça nous permet de penser non seulement les rapports à l'environnement, à la santé, avec tous les problèmes aujourd'hui qu'on connaît liés à l'alimentation, mais liés aussi à l'usage de pesticides, d'intrants dans l'agriculture industrielle, et aussi la question du chômage par rapport aux besoins de main-d'œuvre, mais encore la question des phénomènes migratoires, des bidonvilles, des favelas. Alors sur le premier point, rapport au travail, maîtrise, autonomie, pouvoir. Aujourd'hui, on est dans un rapport au travail, donc dans la société capitaliste, un travail traité comme marchandise, qui rend, donc, sous le terme emploi, qui rend de fait le travail homogène au capital. Donc on a un but du travail qui n'est pas de produire ce dont on a besoin, ça tombe sous le sens, hein, ça paraît une évidence, mais dont le but, hein, c'est de déterminer des profits et que le salaire de l'activité qu'on tire de ce travail permet d'alimenter la machine des profits et la machine de la consommation. Alors en ce sens, tant que le mouvement ouvrier et syndicaliste ne mettent pas en question non seulement le niveau des salaires et des conditions de travail, mais aussi les finalités de la production et la forme marchandise du travail, on peut considérer qu'ils ne sont pas réellement anticapitalistes. L'autre aspect par rapport à ces questions de rapport au travail et de maîtrise, c'est ce que Laurent a commencé à évoquer dans le rapport à la technique. C'est-à-dire qu'on est arrivé quand même à un point où il faut questionner le lien entre le rapport prédateur à la nature et le rapport social à l'exploitation dans leur expression de technique et scientifique. On ne peut pas laisser au second plan les formes matérielles concrètes du développement. Et si on relisait le Capital donc, à la lumière de ces problèmes contemporains, on comprend à quel point les sciences et les techniques ont été façonnées par les objectifs de domination sociale et de profit, et que si la technique est apparue comme une puissance indépendante face à la société, c'est parce qu'elle a d'abord été utilisée pour dominer le travailleur sur son lieu de travail, et préalablement comme un moyen de travail dressé devant l'ouvrier. Alors je ne sais pas si je développe ici sur les questions, sur les choix techniques qu'a fait le capitalisme dans son développement. Je ne sais pas si Damien, tu vas le traiter par rapport au recours au pétrole, par rapport aux énergies renouvelables. Mais il est évident que dès 1839, on connaît et on est capable de maîtriser une partie de l'énergie solaire à travers le photovoltaïque, et que c'est pourtant le choix d'avoir recours à une énergie fossile, donc basée sur l'extractivisme, mais aussi une énergie facilement privatisable, hein, qui est fait. Et en ce sens, hein, on voit qu'il y a un refus du capitalisme de prendre en compte et de restaurer les forces de travail naturelles. Du coup, ça engendre une dette écologique qui va se traduire par la réduction progressive des ressources, hein, donc la pénurie. On va vers une pénurie du pétrole, et du moins du pétrole à bas coût, et par l'augmentation des déchets à basse valeur énergétique, hein, qui sont corrélés, donc c'est-à-dire les pollutions, les émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc il y a une vraie escroquerie, supercherie du capitalisme qui est finalement d'utiliser des ressources de la nature qui ont une valeur inestimable, comme le pétrole, une énergie fossile, si on regarde le temps qu'il a fallu pour que l'énergie solaire le décompose et le produise, tout simplement. Et cette absence donc, de prise en compte de la valeur de la force naturelle et surtout de la nécessité de la reproduction de la force naturelle par le capitalisme, ça c'est un point essentiel, hein, qu'il faut remettre en cause et qu'il faut aussi du coup intégrer dans notre modèle de société et dans les alternatives qu'on oppose. Il faut intégrer ce travail de la nature et la reconstitution des forces naturelles de la nature dans notre analyse.
je dirais que ça rejoint un petit peu l'analyse qui est faite par le féminisme de tout un volet du travail qui est caché, mais qui pourtant est le socle de l'emploi salarié dans l'économie conventionnelle, c'est-à-dire le travail domestique et le travail pour la régénération et de la reproduction sociale, pour le maintien de la vie, on appelle ça comme on veut. Et c'est intéressant aussi de voir là qu'on peut se retrouver dans l'analyse féministe sur le rapport au travail et quel travail on considère de notre point de vue. Ensuite, j'aimerais à travers un exemple, en fait, développer plus particulièrement la question du rapport à la technique et en quoi la réappropriation par des mouvements paysans d'un certain rapport à la technique nous ouvre des perspectives, pas simplement sur le champ agricole. Donc l'exemple sur lequel je voudrais m'appuyer, c'est celui des semences paysannes et de l'industrie semencière. Donc, vous connaissez probablement ce mouvement autour des semences paysannes. Il y a un procès en cours contre l'association Cocopelli qui fait un petit peu parler de cette question. Donc en fait, il s'agit, en gros, depuis 1930, sur l'initiative de sélectionneurs privés, Villemorin pour les noms les plus célèbres, il y a eu une standardisation, une homogénéisation du catalogue des semences qui va déterminer leur autorisation de mise sur le marché. Donc, à partir de 80, donc ça c'est le catalogue secret, une inscription au catalogue officiel des obtentions végétales vaut autorisation de mise sur le marché. Et puis, à partir de 91, ça va rencontrer les règles de la mondialisation, les règles de l'OMC, puisque ensemencer son champ librement va devenir une exception au regard des règles de l'Organisation mondiale du commerce. Et les espèces végétales vont être sélectionnées sur des critères qui sont favorables à l'industrie. L'homogénéité, la stabilité, un niveau de productivité assez important, mais dans les critères conventionnels, c'est-à-dire en ayant recours à des intrants, à des engrais, à des pesticides. Et en pratique, les échanges non marchands sont interdits, c'est-à-dire que l'échange de graines devient interdit et que ensemencer avec des graines qui ne sont pas, des semences qui ne sont pas inscrites au catalogue, ça devient également interdit. Donc le mouvement Semences paysannes, qui naît en 2003, il va s'inscrire de manière dans l'illégalité, par rapport à ces règles-là et promouvoir un système d'échange et de sélection, parce que la sélection continue et la connaissance des semences continue, la connaissance des plantes et de leur adaptation au terroir continue, mais ils vont le développer avec leur propre savoir. Ils vont pouvoir s'adjoindre l'aide de scientifiques qui sont un petit peu, on va dire, marginaux ou hors des clous. Et là, on a un exemple d'une appropriation de savoir et de techniques par des groupes paysans, non pas dans un maintien passéiste des espèces telles qu'elles sont, mais dans le souci de les adapter, de les faire évoluer par rapport au terroir, par rapport à des techniques culturelles. Et il me semble que ça doit être regardé par rapport à une évolution donc, du rapport à la technique et du rapport à la science. C'est-à-dire qu'on est... donc ils vont développer ça avec aussi la fondation Sciences Citoyennes. Donc là je développe par écrit, je vous invite à regarder, sur une conception de la recherche participative avec une expérimentation en situation et non pas en situation d'expérimentation hors sol, une sélection collaborative. Et il développe aussi une réflexion sur l'identité paysanne liée à cette démarche technique en fait, qui correspond à une mise en rapport entre la diversité, la biodiversité, et le pluralisme et la diversité des groupes et des organisations. Et de là à dire le vivant concerne aussi le vivre ensemble. Le rapport au vivant de la société humaine, c'est aussi l'image induite par la façon dont elle se pense comme relation interne ou normative et comme relation au monde. Donc on a un mouvement qui peut apparaître comme un mouvement de résistance, voire conservateur par rapport à de nouvelles variétés végétales, évidemment par rapport aux OGM, etc., mais qui en fait est un mouvement de subversion, de réappropriation d'une identité paysanne, et aussi un mouvement extrêmement inventif et créatif
du point de vue des solutions végétales et des espèces à cultiver dans la perspective aussi de l'adaptation au changement climatique. Donc, on aboutit à une réflexion sur des protocoles de recherche qui sont beaucoup moins figés, qui laissent de la place à la découverte, un rapport au vivant, un rapport à l'éthique, à la relocalisation du savoir scientifique. Donc, dans cette perspective, il ne s'agit pas de brider la recherche ou le développement scientifique et technique, mais de les réorienter vers des solutions capables de libérer les hommes du travail contraint, et là aussi, évidemment, avec une appropriation démocratique. Voilà. Autre point sur donc ce nous amène à un rapport donc il y a cette question du rapport à la technique, cette question du rapport à la nature et la question du rapport au travail avec la nature. Pour reprendre une expression de notre camarade Roxane Mitralias, elle dit un travail non pas contre la nature, une agriculture non pas contre la nature, ni malgré le travail, par rapport à certaines utopies alternatives qui peuvent avoir cours parfois. Et puis j'ajouterais un slogan vu à Notre-Dame-des-Landes récemment lors de la mobilisation de la chaîne humaine, qui était « Nous ne luttons pas pour la nature, nous sommes la nature qui lutte ». Bon, voilà, je vous invite à prendre en compte ces termes pour notre réflexion. Bon, assez rapidement sur ces questions du rapport à la nature, une citation de Karl Polanyi dans La Grande Transformation, 1944. « La fonction économique n'est que l'une des nombreuses fonctions vitales de la Terre. Celle-ci donne sa stabilité à la vie de l'homme. Elle est le lieu qu'il habite. Elle est une des conditions de sa sécurité matérielle. Elle est le paysage et les saisons. Pourtant, séparer la terre de l'homme et organiser la société de manière à satisfaire les exigences d'un marché de l'immobilité, cela a été une partie vitale de la conception utopique d'une économie de marché. » Je renvoie aussi à Benjamin, Walter Benjamin, dès 1928 dans Sens unique, qui comparait la domination de la nature à un enseignement impérialiste. Donc on n'a pas eu toujours dans notre histoire du mouvement socialiste et historique un rapport, on va dire, très apaisé avec ces questions de nature et avec ces questions de gain de productivité de l'agriculture industrielle. Alors là, il m'arrive un malheur terrible, c'est-à-dire que je vais être obligée de passer à grands traits. Heureusement, comme les choses sont écrites, vous les aurez à un moment donné. Ce que je voulais dire à propos de ça, c'est que du coup, notre analyse éco-socialiste, la prise en compte de cette critique du travail, de cette critique de la technique, de cette critique du rapport à la nature, elle nous amène aussi à une critique de la grande exploitation. Et en termes agricoles, on vérifie à quel point toute augmentation de la productivité s'accompagne d'une baisse tendancielle du taux de profit, finalement d'une baisse des rendements par l'appauvrissement des sols, etc. Et qu'à un moment donné, l'agriculture industrielle, elle est quand même dans le mur par rapport à cet épuisement des sols et des ressources. Donc par rapport à ça, nous on oppose une vision agroécologique, avec l'objectif de nourrir les populations et de préserver les ressources et de réconcilier le paysan et la nature dans l'acte de production. Alors évidemment, le débat qui va s'ouvrir entre nous, donc je pense qu'on y reviendra dans la discussion, c'est est-ce qu'on est dans une mythification du petit, dans une forme de localisme, mais bon, pour nous, au contraire, il s'agit de repenser le système alimentaire mondial pour favoriser des formes démocratiques de production et de distribution des aliments. Donc c'est de cette manière-là qu'il faut prendre la question. Il y a un autre volet qui mérite d'être interrogé, c'est celui du rapport à la terre, ou à la propriété, à la possession des outils de travail. Donc, nous, on aimerait développer une réflexion autour d'un régime de la possession par des groupes constitués, avec des règles démocratiquement décidées. Donc non pas un régime de la propriété, non pas un régime de la collectivisation totale, mais un régime de la possession qui permet une réflexion globale sur la gestion d'un écosystème dans une ère réduite. Donc,
L'autre point, donc, ça serait une exploitation et un usage intensif des ressources naturelles et renouvelables et du potentiel de la nature. Hein, ce qu'on peut montrer dans les aberrations de l'agriculture productiviste, mais même dans les aberrations du système énergétique du capitalisme, c'est qu'il y a une sous-utilisation absolument coupable de l'énergie solaire, simplement de sa capacité de reproduction naturelle, et qu'il nous faut avoir une utilisation intelligente, pragmatique, concrète et durable des cycles biochimiques de l'eau, du carbone, de l'azote, du phosphore, et que chaque mètre carré de terre arable doit faire l'objet d'une mise en valeur ingénieuse. Là, ça va être difficile de traiter en 5 minutes le dernier point, qui était le rapport aux émancipations, aux luttes et aux forces sociales de transformation. Alors, je renvoie rapidement sur ces questions des rapports aux émancipations, aux luttes et aux forces sociales de transformation, à une réflexion sur l'éthique écosocialiste, ce qu'on peut appeler l'éthique écosocialiste pour reprendre les termes de Michael Lowy, et sur la décolonisation des imaginaires, là pour reprendre plutôt des termes qui viennent des courants dits de la décroissance, et notamment de Paul Ariès. Il y a dans cette, une fois qu'on a déroulé tout ça, il y a quand même la question de la survie qui ne peut être une fin en soi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on se donne comme objectif désirable et comme éthique du vivre ensemble dans ce projet de société. C'est pas simplement parce que si on continue comme ça, on va tous crever. Ça, ce genre de registre, ça marche bien pour faire une secte. Hein, si on a envie de faire peur à tout le monde, si on continue comme ça, on va tous crever, donc il faut changer tout. Voilà. Mais nous, c'est pas notre objectif. Donc qu'est-ce qu'on cherche à interroger et à mettre en perspective? Donc une citation de Gors qui reprend Illich, car la survie non plus n'est pas une fin en soi. Vaut-il la peine de survivre dans un monde transformé en hôpital planétaire, en école planétaire, en prison planétaire, où la tâche principale des ingénieurs de l'âme sera de fabriquer des hommes adaptés à cette condition? Évidemment qu'on peut avoir un rapport avec la nature et avec la maîtrise des ressources naturelles qui passe par une forme technocratique, voire autoritaire, totalitaire, hein, de planification, de technification et de rationalisation des ressources en attribuant à chacun. Mais est-ce que c'est ça notre modèle, notre vision de société? Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier par rapport à cette question-là? Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il va manquer toute la partie sur les luttes sociales, écologiques et sociales de transformation. Je vais en parler un petit peu. Ce que je voulais juste, enfin, sur quoi je voudrais attirer l'attention, on pourrait revenir dans la discussion, c'est que la remise en cause des rapports sociaux qui fondent l'expropriation donc des paysans et l'expropriation de la nature est absolument une nécessité. D'accord. Prends-les. Ouais. Parce que comme c'est filmé, après on va dire qu'on ne traite pas les luttes sociales, alors c'est très embêtant. D'accord. J'essaye de voir comment je peux réaménager un petit peu. Bon. Aujourd'hui, on a cette situation de remise en cause profonde des rapports sociaux, des rapports de lutte qui est nécessaire. On a aussi, on est confronté à une situation donc, où les paysans, du moins en France, en Europe, ne sont plus majoritaires, à un éclatement du prolétariat dans les formes de travail et à des concurrences organisées entre les travailleurs. Aujourd'hui, on ne peut pas non plus considérer que les paysans sont des propriétaires autonomes et en pleine capacité de décider de leurs moyens de production. Ils sont dépendants de la grande distribution en amont, de l'agrochimie en aval et du crédit tout au long du processus. Donc il y a une remise en commun des intérêts des travailleurs, évidemment des intérêts des travailleurs à pouvoir se nourrir, continuer à respirer, etc., et de ceux qui travaillent dans les processus de production industrielle, et avec une résistance à fédérer de tous les dépossédés du travail. Il y a une vigueur et un dynamisme particulier aujourd'hui des luttes paysannes dans la mondialisation. Et il y a une place particulière des femmes dans ces luttes
Et je pense que c'est vraiment important qu'on regarde ce qui est en train de se passer de ce côté-là. Alors, bon, il y a une organisation que vous connaissez, c'est la Via Campesina. 200 millions de paysans, membres de 150 organisations réparties dans 70 pays. Aujourd'hui, c'est la plus grande internationale, hein, de petits producteurs, de petits paysans qu'on connaisse, et elle est intégrée dans l'agenda des forums sociaux, des mobilisations contre la mondialisation libérale, etc. Et dans cette mondialisation et dans ces luttes paysannes, il y a une interrogation sur... donc je n'ai pas le temps de citer l'ensemble des luttes, hein, pour montrer qu'il y a une vraie dynamique dans les pays du Sud, mais aussi dans les pays du Nord. Et cette dynamique, elle ne correspond pas forcément à nos critères de définition d'une lutte écolo. C'est-à-dire que ça ne correspond pas forcément à... Eux-mêmes ne se disent pas... Enfin, ces luttes-là ne se disent pas forcément écologiques. Hein, c'est de la défense des droits humains, c'est la sauvegarde des moyens d'existence, c'est le besoin de sécurité environnementale et alimentaire, c'est la défense de l'identité culturelle, des droits territoriaux, la lutte contre le néocolonialisme qui font référence. C'est Hugo Blanco qui dit il existe au Pérou un grand nombre de gens qui sont des défenseurs de l'environnement. Bien sûr, si on leur dit vous êtes des écologistes, ils répondront probablement écologiste ta sœur. Et pourtant les habitants de la ville d'Ilo et des villages environnants en lutte contre la pollution provoquée par la Southern Peru Copper Corporation ne sont-ils pas des défenseurs de l'environnement, etc., etc. Bon, j'ai pas le temps non plus de développer sur le courant qui se réclame de l'écoféminisme. Il ne s'agit pas de rentrer dans la discussion, est-ce qu'on se réclame de l'écoféminisme, ni de trancher. Simplement, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il révèle, c'est de révéler et d'observer la position particulière des femmes par rapport à la destruction de l'environnement. Aujourd'hui, on dit que c'est les plus pauvres qui sont les victimes du changement climatique, qui sont les réfugiés, etc. Et parmi les plus pauvres, ce sont les femmes. Donc c'est 80% des réfugiés des catastrophes naturelles qui sont des femmes. Hein, des chiffres comme ça, il y en a un certain nombre. C'est l'implication majoritaire des femmes dans le rôle quotidien, dans les activités de subsistance. C'est les principales productrices de nourriture, responsables du travail de la terre, de la conservation des semences, de l'approvisionnement en eau, etc. dans les pays du Sud. Donc, il y a un investissement qui se vérifie dans les mouvements sociaux de la place des femmes. La Via Campesina a voté la parité dans ses institutions depuis une dizaine d'années déjà. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir comment, il y a une dimension genrée, hein, dans ces conflits socio-écologiques, et comment ça peut amener, hein, cet investissement des femmes dans ces mouvements-là, une prise de conscience et une mobilisation, évidemment, sur les inégalités sexistes, sur la remise en cause des rapports de genre, l'implication dans les processus décisionnels. Et dans la revendication, la Via Campesina fait aussi le lien entre féminisme et revendication de la souveraineté alimentaire. Donc, si vous voulez, alors vous pouvez avoir l'impression que j'ai un petit peu restreint le champ sur la question agricole, mais je pense qu'on a, à travers ces différents exemples, à travers ces différents points, les ferments qui nous permettent de réinterroger en fait l'ensemble des processus de production et de la production de biens matériels. Je ne dis pas qu'on va pouvoir plaquer ce qu'on revendique sur l'agroécologie, la petite structure paysanne, sur la production de biens matériels, mais c'est quand même dans ces ferments-là, sur la technique, le rapport au travail et le rapport à la nature qu'il faut chercher. Et sur le dernier aspect, je suis désolée d'être vraiment aussi longue, c'est aussi par rapport au socialisme, à la tradition dont on vient, sur le modèle du projet de société, c'est que là, ça nous permet de toucher du doigt qu'il n'y a pas une trajectoire linéaire partout qui est la même pour arriver à un modèle de développement qui serait homogène, et c'est qu'il faut bien prendre en compte à la fois les trajectoires, les mises en route individuelles, et aussi les mises en route et les trajectoires différentes selon les pays. Et donc il n'y aura pas de linéarité ni de modèle dans cette trajectoire, il y a forcément une diversité des mécanismes en fonction des réalités nationales et culturelles. Il ne s'agit pas d'être dans un relativisme, mais aussi de se démarquer d'une forme d'universalisme de la domination.